Bonjour à tous, bienvenue sur Guisen TV, première édition de la journée. Nous sommes ensemble pour plus d'une demi-heure d'infos et en direct au programme ce matin des chiffres alarmants, ceux des agressions sexuelles dont sont victimes les femmes en Égypte. On en reparle avec Samir Benayachi, notre spécialiste du monde arabe. C'est en deuxième partie de cette édition. Il sera également question de la première augmentation des prix des produits laitiers en Israël depuis la révolution du cottage. Souvenez-vous, c'était il y a 1 an et demi, une contestation sociale que le parti travailliste peine désormais à incarner. Colette Avital nous expliquera pourquoi dans un instant. C'est une ancienne députée travailliste. Mais avant cela, on fait le tour de l'actualité avec vous, Elsa Mimoun, avec une nouvelle offre de dialogue, bien sûr, en Syrie. Une nouvelle tentative de l'émissaire de l'ONU d'asseoir à une même table l'opposition syrienne et des hommes de Bachar al-Assad. On peut dire que c'est pas gagné. Effectivement, le médiateur international pour la Syrie a invité l'opposition et une délégation du régime de Damas à entamer un dialogue sous les auspices de l'ONU, au moment où sont ravivées les critiques sur le soutien militaire du Hezbollah libanais au régime syrien. Reste à savoir si l'opposition parviendra cette fois à se mettre d'accord. De son côté, Israël a estimé que Damas contrôlait son arsenal chimique syrien, mais que l'État juif devait ouvrir l'œil pour que ses armes ne tombent pas dans les mains d'Al-Qaïda ou du Hezbollah. L'engagement des membres du Hezbollah dans la guerre civile syrienne grandit. En effet, les membres de l'opposition syrienne ont clamé que pas moins de 1000 terroristes de la milice chiite sont entrés en Syrie au cours des dernières 24 heures. Les rebelles ont d'ailleurs annoncé avoir tué 12 membres de la milice pro-Assad de Assad Nasrallah. Accusés de brutalité mais cibles de manifestants plus violents, les agents de police viennent d'obtenir le droit d'être armés. L'accord donné par le ministère de l'Intérieur pour importer 100 000 pistolets et armer les policiers de grade inférieur a mis fin à 7 jours de manifestations dans les rangs de la police. Et toujours à noter, en Égypte, des milliers de manifestants appellent à la désobéissance civile à Port Saïd. Les manifestants ont réclamé justice pour les dizaines de personnes tuées le mois dernier dans des affrontements avec la police dans la même ville. Les autorités libyennes ont promis d'accélérer les réformes à l'occasion des festivités pour le 2e anniversaire de la révolte qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi. Aucun incident n'est venu troubler les célébrations malgré les craintes de violence. Dimanche soir, plusieurs milliers de personnes, familles ex-rebelles et jeunes, se sont rassemblées à Tripoli et à Benghazi, berceau de la contestation, pour fêter la révolution en agitant des drapeaux libyens sur fond de chants patriotiques. Quelques heures pour oublier les profondes distensions politiques qui agitent toujours le nouveau pouvoir. Israël va ouvrir une enquête parlementaire exhaustive sur l'affaire du prisonnier X, Ben Ziger, un jeune israélo-australien qui se serait suicidé en détention en Israël en 2010 après avoir travaillé pour les services de renseignement israéliens. C'est plus précisément la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset qui a décidé de lancer une enquête sur tous les aspects de cette affaire, une décision qui survient après plusieurs jours de polémiques médiatiques et diplomatiques. Des employés d'une société de construction libanaise ont été enlevés à Djama, dans le nord du Nigeria. Les étrangers sont de nationalité libanaise, italienne, anglaise et grecque. Les assaillants ont tué un garde. Aucune revendication n'a pour le moment été signalée. Le chef de l'État sortant en Équateur, un des leaders de la gauche latino-américaine, Rafael Correa, a proclamé sa victoire à la présidentielle. C'était lors d'un discours prononcé devant ses partisans à Quito. Cette révolution, personne ne l'arrête. Nous sommes en train de faire l'histoire. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État devant plusieurs milliers de militants en liesse. Un scrutin pour lequel le président sortant était donné dans les sondages grand favori. Le Sud-Africain Oscar Pistorius, accusé d'avoir assassiné sa petite amie Reeva Steenkamp, sera forfait dans 5 épreuves courues d'ici la fin mai. C'est ce qu'a annoncé son manager Pierre Van Zyl aujourd'hui, précisant que ses sponsors lui gardaient leur confiance. Pistorius doit répondre du meurtre de Reeva Steenkamp, un mannequin qu'il fréquentait depuis novembre dernier, qu'il aurait abattu de 4 coups de feu jeudi matin, jour de la Saint-Valentin. Il a formellement été inculpé vendredi au tribunal d'instance de Pretoria. L'Espagnol Rafael Nadal a remporté ce dimanche en s'imposant en finale à Sao Paulo face à l'Argentin David Nalbandian 6-2, 6-3. Nadal, ancien numéro 1 mondial, disputait son 2e tournoi seulement depuis son retour sur le circuit après 7 mois d'absence en raison de blessures mineures. Le film français Intouchable de Eric Toledano et Olivier Nakache a reçu dimanche à Madrid le prix du meilleur film européen lors de la remise des 27e Goya, les plus hautes récompenses du cinéma espagnol. Intouchable a été préféré par les membres de l'Académie du cinéma espagnol au film de leur compatriote François Ozon et de Jacques Audiard de Rouillé d'Os, ainsi qu'au film Shame du Britannique Steve McQueen.
Merci beaucoup Elsa, à demain. Et l'autre info du jour, elle concerne l'augmentation du prix des produits laitiers en Israël, les prix qui étaient sous le contrôle de l'État depuis 1 an et demi. Alors cette hausse est-elle le symbole de l'échec de la protestation sociale? C'est ce que nous allons voir avec notre invitée, Colette Avital, ancienne députée travailliste. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez placé ces questions sociales au cœur de votre combat politique. Cette nouvelle hausse des prix, c'est le symbole d'une bataille perdue? Je ne crois pas. Je crois que ce qui est lamentable, c'est le fait que toutes ces compagnies, qui d'ailleurs forment presque un cartel, aient attendu le résultat et la fin de la période électorale. Et donc maintenant, je crois que comme il y a les chefs de la protestation qui ont été élus comme membres de la Knesset, le combat va être aussi reporté à la Knesset. Et je crois que non seulement la protestation civile aura lieu à nouveau. D'ailleurs, je crois que l'augmentation des prix n'est pas justifiée. Il me semble qu'il n'y a aucune raison et les études qui ont été faites ont prouvé que certains produits alimentaires israéliens qui se vendent à un prix très élevé en Israël se vendent à moins d'un tiers du prix à l'étranger. Cela veut dire que les gains qui sont faits par les grandes chaînes de distribution doivent être réduits et je crois que c'est de cela qu'on va s'occuper. On va en reparler dans un instant, mais avant cela, on va regarder un reportage sur un des symboles de la protestation sociale depuis 1 an et demi sur Sderot Rothschild. Cette maison est un refuge pour ceux qui protestent contre la surcapitalisation du système économique israélien. Un refuge, vous allez le voir, sur le point de disparaître. Été 2011, la classe moyenne israélienne descend massivement dans les rues manifester son ras-le-bol de la cherté de la vie. À Tel Aviv, des jeunes descendent dans les rues par milliers pour protester contre le mal-logement et la corruption. Pendant des mois, le luxueux boulevard Rothschild, le cœur de ce Tel Aviv au loyer désormais totalement prohibitif pour les Israéliens, est envahi par un campement géant. C'est la révolte des tentes. Au numéro 69 de ce boulevard, un immeuble vide est squatté. Il devient Bet Ha'am, la maison du peuple. Bet Ha'am est le centre de cette activité qui est née dans les rues, dans les campements et qui a continué ici. C'était inédit, c'était un nouvel outil pour renforcer le camp de ceux qui souhaitent une société plus juste, plus égalitaire et plus honnête. C'était un endroit où quiconque souhaitait participer au changement social et organiser une activité militante pouvait venir et recevoir une salle pour agir. D'abord lieu de débat et d'émancipation politique, Bet Ha'am devient un espace culturel ouvert, libre et anarchiste où l'on peut trouver un peu de tout. Colloques féministes, cours de yoga gratuits, lieu où dormir pour immigrés clandestins africains et concerts. C'était un endroit formidable qui est né au cœur de cette ville anonyme et qui a permis aux gens de se rapprocher un petit peu. Le propriétaire de l'immeuble, qui avait de bonne grâce toléré cette maison du peuple sauvage, souhaite maintenant recouvrir son bien. Bet Ha'am doit donc déménager. C'était comme un cocon, on pouvait jouer avec notre groupe, on pouvait passer ici à la radio et s'exprimer. Ça fait vraiment mal que ça ferme. Il ne fait aucun doute que les citoyens sont désormais bien plus forts qu'auparavant et que ce mouvement ira en s'amplifiant. Même s'ils sont optimistes, les responsables de Bet Ha'am cherchent encore leur prochaine adresse et évoquent des possibilités de coopération avec la mairie ou avec des sponsors du secteur privé. En attendant, la fête d'adieu de la Maison du Peuple de Tel Aviv a comme un arrière-goût d'amertume, car la présence de ce lieu sur le boulevard Rothschild était tout un symbole. Colette Avital, on a beaucoup reproché aux dirigeants israéliens de chercher à exploiter ces manifestations, mais ces jeunes qu'on vient de voir dans ce reportage, eh bien, ils ont choisi de mener leur combat en dehors de l'enceinte du Parlement. C'est un bon choix, selon vous ? Je crois que les deux doivent se passer dans une société démocratique. Il y a la société civile qui a ses droits et ses devoirs, et cette société civile a prouvé ces derniers temps qu'elle est là, qu'elle est présente, et qu'elle fait beaucoup. Et il y a aussi la classe politique. Je crois que sans classe politique, les choses n'ont pas beaucoup de chances de se résoudre. Et ce combat, comme je vous l'ai dit, doit se passer à deux niveaux.
Et ce combat, il s'est mené dans la rue. On va regarder des images des protestations. Il y a 1 an et demi, ils étaient plus d'1 million à descendre dans la rue. La commission Trachtenberg a rendu ses conclusions. Mais où sont les résultats aujourd'hui? Très peu. Franchement, au gouvernement. Il se peut aussi que le gouvernement ne puisse pas tout faire en même temps. Mais si nous parlons de denrées alimentaires, ce qui est beaucoup plus grave, c'est surtout le logement. Et au lieu de trouver des solutions possibles au logement, surtout des jeunes, je crois que les prix ont monté. C'est ce que nous avons vu. Certainement, dans le centre du pays, ils ont monté depuis 10 ans de 70%. Donc, si la commission Trachtenberg a résolu un certain problème à un certain niveau, c'est-à-dire l'éducation des jeunes à partir de 3 ans, le reste n'a pas été fait. Alors, la faute au gouvernement, vous nous dites, Binyamin Netanyahou, de son côté, a décidé de faire un effort. Il a sacrifié son budget crème glacée, Ben Yediriz. On en conviendra tous, l'effort est risible. Et vous, Colette Avital, avec un déficit de 20 milliards de déficit budgétaire, comment est-ce que vous conciliez ce déficit avec les revendications sociales? Le déficit budgétaire est de 40 milliards de shekels, pas de 20 milliards de shekels. Et je vous signale que jusqu'à ce que nous avons appris qu'il y a ce grand déficit, tout le monde nous disait que l'économie israélienne se porte plutôt bien et qu'il y a de très gros succès, ce qui n'est pas le cas. Ce que le gouvernement va probablement faire, et le Parti travailliste ne fera pas partie de ce gouvernement, c'est de lever non seulement le prix des denrées, mais aussi de lever probablement les taxes. Ce qu'il faut, c'est partager les fonds de la croissance? Ce qu'il faut, c'est d'autres choses. C'est qu'il faut peut-être aujourd'hui, c'est de créer beaucoup plus d'emplois. C'est aussi de trouver d'autres moyens de parer à ce déficit et non seulement par les taxes. Quels moyens? Par exemple, les taxes qui doivent être progressives, pas seulement vers les populations qui n'ont pas les moyens, mais de taxer par exemple les affaires. Je crois qu'Israël est l'un des seuls pays où les taxes des affaires sont environ de 6%, alors que les personnes qui gagnent plus que 15 000 shekels par mois payent parfois 48% d'impôts. Donc je crois qu'il faut essayer de trouver le moyen d'égaliser non seulement les droits, mais aussi les taxes, et de donner à la population israélienne le moyen... Et depuis les bancs de l'opposition, vous allez y arriver? C'est très difficile de dire. En ce moment, il y a des pourparlers pour créer une coalition. Il est très difficile de dire qui sera dans cette coalition et quelles seront vraiment les politiques de ce gouvernement. Est-ce que Yair Lapid y sera? Peu importe qui y sera, Shelly Yaromovitch a tranché. Elle a dit qu'elle n'y serait pas. De quelle marge de manœuvre elle va disposer? Écoutez, cela dépend combien de personnes seront dans l'opposition, mais je crois que Shelly Yaromovitch et Meretz et d'autres partis seront cette fois-ci une opposition qui va combattre et qui va essayer de changer la politique, du moins économique, sociale du pays. On ne peut pas faire ceci. On ne peut pas avoir de très grands résultats quand on est dans l'opposition, mais on peut donner au public une alternative. Comment vous expliquez que la gauche israélienne ne soit pas à la mode? Il y a beaucoup de raisons. Je crois que c'est plutôt pour des raisons de politique étrangère. Et c'est assez paradoxal parce que beaucoup de personnes qui sont à droite ont adopté des points de vue social-démocratiques au point de vue économique et social. Mais tant qu'il n'y a pas un processus de paix, tant qu'on ne voit pas des résultats, tant qu'on dit au public israélien qu'il n'y a pas un partenaire de l'autre côté, il y a une croissance de la droite. Je crois qu'il y a aussi des phénomènes démographiques. Puis il y a eu des très vives critiques sur la campagne de Shelly Yaromovitch. On parle d'une campagne très malmenée. On lui a reproché de ne pas s'être positionné sur ce dossier israélo-palestinien, ces questions sécuritaires et politiques. Vous en pensez quoi? La vérité, c'est que je partage quelques-unes de ces critiques. Je crois que le Parti travailliste, qui est un parti qui veut être un parti du pouvoir, qui a mené le gouvernement israélien pendant beaucoup d'années, qui a créé l'État d'Israël, ne peut pas se permettre de ne pas parler aussi de politique étrangère. Et il doit se positionner et il doit franchement travailler sur ces sujets aussi. Il est très difficile de parler d'un budget
sans parler aussi du fait qu'il y a des territoires et qu'une partie de ce budget va vers les territoires. Il est très difficile de parler d'un changement de priorité alors que nous mettons de côté des sujets politiques qui sont liés à la politique sociale. Et donc, je crois que tout ceci doit se tenir ensemble. Il doit y avoir une certaine cohérence en politique. Et au-delà de Shelly Yechimovitch, est-ce que la gauche a encore des propositions à faire sur le dossier israélo-palestinien ? Je crois qu'il y a des changements. Nous attendons la visite du président Obama. Je crois que le président Obama ne va pas venir en Israël sans vouloir entamer le sujet et essayer au moins de faire revivre un processus politique quelconque entre nous et nos voisins. La visite du président américain sera précédée par la visite du secrétaire d'État, du nouveau secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis. En ce moment, il y a des pourparlers entre les Palestiniens et Washington. Une visite pleine d'espoir, donc, mais encore une fois, depuis les rangs de l'opposition, vous ne pouvez pas vous attendre à grand-chose. Je crois qu'il y aura peut-être des surprises. Attendons et voyons comment le gouvernement va être formé. Est-ce qu'il y aura un gouvernement ? Toujours des chances, pour l'instant, qu'on ne puisse pas faire ce gouvernement. Et la scission du Parti travailliste, vous y croyez ? Non, je ne crois pas. Je crois que le Parti travailliste a appris ses leçons. Et pour l'instant, je vois une certaine cohésion, ce qui me réjouit beaucoup. Et si vous deviez donner, pour terminer, un conseil à Shelly Yechimovitch, lequel serait-il ? Celui de rester dans l'opposition et de combattre sérieusement pour pouvoir la prochaine fois être Premier ministre. Merci beaucoup Colette Vital d'avoir été l'invitée de cette matinale. 2 ans après la révolution en Égypte, un rapport d'Amnesty International met l'accent sur la face obscure de la place Tahrir. Ce lieu mythique qui représentait la révolte populaire est en train de devenir un véritable enfer pour les femmes. De façon plus générale, la question des violences sexuelles en Égypte a pris une tournure inédite depuis cette date anniversaire. Et notre spécialiste du monde arabe, Samir Benlayachi, nous a rejoint en plateau pour en parler. Bonjour Samir. Bonjour. Alors, 19 cas de viol en un jour sur la place Tahrir, c'est le signe que la situation des femmes en Égypte est plus précaire que jamais. Les viols ou le harcèlement sexuel en Égypte, c'est une maladie sociale qui a été larvée, mais qui s'est manifestée avec le printemps arabe. Ça a toujours existé, mais avec le printemps arabe, c'est-à-dire on entend plus de ce phénomène et les femmes, ils sont prêts pour lutter ou pour protester contre ce phénomène. Donc c'est le moment ou jamais pour elles, pour faire entendre leur voix. Mais par exemple, le rapport, c'est-à-dire même si on a des chiffres, on ne saura jamais la vérité parce que les femmes ont toujours... Les chiffres, parlons-en. 83% des Égyptiennes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel et 98% des étrangères, des chiffres communiqués par l'ONU. Oui, des chiffres alarmants, mais on ne saura jamais la vérité. La vérité, c'est-à-dire des femmes égyptiennes qui se font harceler ou qui se font violer tous les jours et qui ne peuvent pas porter plainte ni faire entendre leur voix parce qu'on blâme la femme quand elle est violée ou quand elle est... au contraire, c'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est au contraire l'écouter, mais c'est-à-dire la femme, si elle est violée ou harcelée, elle est victime. Oui, la preuve, au Sénat, il y a un élu salafiste qui a dit cette semaine que les femmes ne pouvaient s'en prendre qu'à elles-mêmes. Si elles étaient violées, elles sont coupables de ces viols, elles provoquent. Bien sûr, c'est-à-dire si elle est violée ou si elle est harcelée dans la rue, elle est pas victime, mais elle est coupable parce qu'elle a provoqué le désir de l'homme. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est-à-dire avec le printemps arabe, il faut d'abord régler le problème de la sphère publique. C'est très important de régler ce problème dans le monde arabe. La sphère publique, ça veut dire les femmes et les hommes peuvent se toucher, s'embrasser dans la sphère publique sans vexer personne. C'est-à-dire comme on voit dans le monde entier. Et il y a le problème du corps de la femme. Le corps de la femme est lié
dans le monde arabe avec des cordes de respect, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire le respect, enfin, la volonté, pas le, je veux dire le respect de l'homme. Son orgueil est lié au corps de la femme. Et ce lien, il faut le couper. Il faut une rupture. Comment, par l'éducation ? Oui, bien sûr, il faut le couper, il faut qu'il y ait une rupture épistémologique, c'est-à-dire mon orgueil, il ne dépend pas du corps de la femme qui est soit ma mère, soit ma sœur, soit ma femme. Et donc, je ne me sens pas, par exemple, atteint dans mon orgueil si ma femme ou si ma sœur sort avec quelqu'un d'autre. Donc il faut bien sûr l'éducation, le discours officiel, une volonté politique, et puis à la télévision, et puis c'est toute une éducation à refaire. Islamisme et droits de la femme sont incompatibles aujourd'hui en Égypte, Samir Ben Ayachi? Non, l'islamisme, je veux dire, bien sûr, quand on parle, je vais être un peu prudent. Par exemple, quand on interroge des islamistes, ils parlent de la femme comme les laïcs, quoi. Mais sur le champ, c'est un petit peu, ça diffère. Mais moi, je ne compte pas sur les islamistes pour libérer les femmes. Alors, sur qui vous comptez? Je compte d'abord sur les femmes égyptiennes de se libérer d'elles-mêmes, c'est-à-dire de se libérer... Mais comment le faire lorsqu'au gouvernement, on le disait tout à l'heure, on accuse ces femmes d'être responsables de ces agressions sexuelles? Vous savez, aujourd'hui, avec le printemps arabe, il y a cet élément de la peur qui s'est brisé. Et rappelons-le, c'est-à-dire s'il y a des hommes qui sont contre le régime politique, il y a les femmes qui sont contre la dictature des hommes. Et il ne faut pas faire marche arrière. D'abord, il y a des hommes égyptiens, c'est-à-dire même au Maroc et même en Tunisie, des hommes qui aident les femmes dans leur lutte contre la dictature des hommes. Et c'est le moment ou jamais de le faire. Parce que si on règle ce problème aujourd'hui, c'est-à-dire si on rate l'occasion aujourd'hui, donc là, vous êtes en train de nous parler d'une deuxième révolution. En d'autres mots, on ne peut rien attendre du gouvernement actuel? Oui, c'est-à-dire cette révolution sera laïque ou il ne sera pas, et elle sera féministe ou elle ne sera pas. Donc il y a une révolution des mœurs qui doit se passer, sinon ça ne va pas réussir. C'est-à-dire ce que je reproche un petit peu aux dirigeants, peut-être, ou même des partis politiques qui ont au pouvoir ou dans le monde arabe, c'est que quand on leur parle des femmes, et ils vous disent... écoutez, vous avez été un petit peu longtemps en Occident. Nous, on a des problèmes d'électricité, d'eau, des problèmes économiques. La femme, ça vient après. Il faut qu'ils sachent que la femme ne vient pas après, qu'il faut régler ce problème, le mettre sur la table dès le début, d'emblée de jeu, pour régler le problème social, parce que la femme, c'est un petit peu la moitié de la société. Alors vous le dites, c'est les mœurs, l'éducation qui sont à l'origine du problème, et pourtant on a aussi l'impression que ces agressions, c'est aussi un message adressé à l'Occident lorsque ce sont des journalistes qui sont pris à partie, notamment de France Télévisions, on s'en souvient. C'est vrai. C'est-à-dire on a agressé d'abord des femmes journalistes occidentales qui sont habillées normalement, je dirais, c'est-à-dire ils ne sont pas voilés, mais après il y a les Égyptiennes, elles, qui ont été violées. Donc on ne fait pas, c'est-à-dire les violeurs... Mais c'est une technique de dissuasion aussi peut-être pour les empêcher de manifester? Peut-être. C'est-à-dire si je vais faire une théorie, il y a... À l'écran, la journaliste de France 24 qui a été agressée, place Tahrir. Oui, et puis avant elle, il y avait une autre journaliste américaine et une autre journaliste de France 24, une française, une autre, pas celle-là. Oui, les cas se sont multipliés. Et une autre anglaise. Et donc, les Égyptiennes, elles, c'est-à-dire on distingue pas. C'est-à-dire on distingue pas entre... Mais si je pourrais faire une petite théorie, c'est-à-dire il y a ce problème de l'espace public. C'est-à-dire l'espace dans le monde arabe est partagé entre les hommes et les femmes. Les femmes sont
Dedans, les hommes sont dehors, les femmes ne sortent pas la nuit, les hommes peuvent sortir la nuit. Et là, c'est-à-dire, on est un peu surpris de voir les femmes dans la place Tahrir. C'est-à-dire, pour beaucoup de gens en Égypte, les gens qui ne sont pas éduqués, ils étaient un petit peu choqués de voir des femmes crier dans la place Tahrir et les violer, c'est en fin de compte les renvoyer chez elles, quoi. Et donc, c'est-à-dire, après 9h, on ne voit pas de femmes dans le monde arabe, après 9h du soir. Et si on les voit maintenant à minuit, non seulement on les voit, mais elles protestent, donc il faut les... Oui, donc il y a de véritables changements, une condition de la femme qui est remise en question, pas seulement en Égypte ou dans le monde arabe, mais bien au-delà, je pense notamment à l'Inde. C'est donc une initiative d'envergure, une solution d'envergure qu'il faudrait aller chercher. Bien sûr, donc c'est-à-dire au temps de la Révolution, on change plein de choses et puis il faut pas sous-estimer ce point très intéressant, c'est-à-dire les femmes, c'est-à-dire la place de la femme dans la société, et les Arabes, surtout dans le monde arabe, ils ont beaucoup de travail à faire sur ce plan. Le corps de la femme, l'honneur de l'homme et la sphère publique qui est partagée par tout le monde. Ça, ce sont 3 points qu'il faut les régler, mais Alphonse, c'est très très urgent pour que la révolution réussisse. Merci beaucoup Samir Ben Layachi. Il est 8h56 en Israël, 7h56 à Paris, l'heure du rappel des titres. Et tout d'abord, on reste en Égypte. Gouvernement arme sa police, accusée de brutalité, mais cible de manifestations plus violentes, de manifestants plus violents. Les agents de police viennent d'obtenir le droit d'être armés. L'accord a été donné par le ministère de l'Intérieur pour importer 100 000 pistolets et armer les policiers de grade inférieur. Il a mis fin à 7 jours de manifestations dans les rangs de la police. Et on prend la direction d'Israël avec l'ouverture d'une enquête parlementaire exhaustive sur l'affaire du prisonnier X, Ben Ziger, ce jeune israélo-australien qui se serait suicidé en détention en Israël en 2010 après avoir travaillé pour les services de renseignement israéliens. C'est plus précisément la Commission des affaires étrangères et de la défense à la Knesset qui a décidé de lancer une enquête sur tous les aspects de cette affaire. Et puis enfin, un mot de 7e art avec des récompenses pour le film français Intouchable d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache. Il a reçu dimanche à Madrid le prix du meilleur film européen lors de la remise du 27e Goya, les plus hautes récompenses du cinéma espagnol. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Guisen TV. On se retrouve dès demain, même plateau, même heure.